Bon, je vais vous prendre plusieurs exemples. Je vous ai parlé tout à l'heure des Assyriens, mais la Syrie, c'est une région qui est périphérique de la Mésopotamie. C'est au nord-est de la Mésopotamie, une région beaucoup plus aride, beaucoup moins peuplée et beaucoup moins adaptée à la grande agriculture irriguée, qui est l'agriculture du blé notamment, qui est située plus au sud de la Mésopotamie. Et ces populations assyriennes sont en permanence en contact avec d'autres populations périphériques, notamment les Araméens, qui vont en fait entraîner des conflits récurrents et donc une militarisation assez importante de la société assyrienne, qui va constituer la source de la puissance militaire qui est nécessaire pour la conquête de l'Empire. Mais cet empire va en fait envahir une zone qui, elle, totalement désarmée. Le cœur impérial, la base du cœur impérial, c'est, on le verra plus tard, l'expulsion de la violence. Donc la résistance est généralement faible, et de toute façon la défense est souvent assurée par d'autres périphéries, ou par d'autres, voire même par eux-mêmes. Bon, des exemples, il y en a d'autres. Je vous ai parlé tout à l'heure de la dynastie Qing, mais les Qing, le royaume Qing part, en fait, est aujourd'hui situé dans la province chinoise du Jiangsu, autour de la ville de Xi'an. Alors aujourd'hui, c'est plutôt au centre de la Chine, mais à l'origine, c'est plutôt à l'ouest, à la périphérie ouest de la Chine, nord-ouest. Et les Qing passent leur temps à affronter les populations de la steppe. D'ailleurs, il est fort probable qu'ils soient en fait déjà liés par des relations matrimoniales avec ces populations de la steppe. Que ce soit les Indo-Européens, qui existent encore, notamment les Yuezhe qui plus tard seront chassés, du Gansu, qui migreront vers l'ouest, et qui envahiront l'actuel Pakistan et nord de l'Inde, où ils constitueront l'empire Kushan. Vous voyez encore, hein, c'est une périphérie qui va constituer un empire dans une zone préexistante où il y a déjà de fortes populations. Mais les Qing vont unifier la Chine du Nord comme cela. Qing Huangdi ne devient empereur de la Chine que parce qu'il a l'appareil militaire nécessaire pour conquérir les royaumes du centre de la Chine, c'est-à-dire du reste de la vallée du Huanghe, qui, eux, sont beaucoup moins armés pour affronter ce type d'invasion, et qui sont habitués à leur bisbille permanente, mais qui ne sont pas habitués à la lutte contre une population qui, elle, est véritablement rompue aux armes. Et cette Chine des Qing sera ensuite subvertie elle-même. Les Qing, les Han, alors après la chute des Han, on a une très longue période de chaos, alors ça c'est aussi typique de l'Empire. L'Empire s'effondrant, laisse souvent place à une période de chaos interstitiel entre deux empires, où il y a un effondrement brutal des conditions de possibilité de l'Empire, et en fait, ce désordre appellera à une nouvelle conquête par des populations qui, fatiguées par le désordre, en fait, se soumettront très facilement. Mais pendant cette période interstitielle, dans la deuxième phase, c'est-à-dire celle qu'on appelle la phase des 5 royaumes barbares, va se constituer dans le nord de la Chine des royaumes, notamment turcs. Les Tabgatch, qui sont un peuple turc, vont fonder une dynastie en prenant un nom chinois, les Wei. On appelle les Wei du Nord pour les distinguer des Chao Wei qui sont précédents. Et ce royaume Tabgatch va constituer le creuset de toutes les dynasties chinoises jusqu'au Song, c'est-à-dire jusqu'à l'an 1000. Et là, on est vers l'an 400. Pourquoi ? Parce que chez les Wei, c'est-à-dire cette zone périphérique du Nord, où se constituent des colonies militaires sino-turques, vont naître les hommes qui vont fonder les deux dynasties qui vont suivre la période de chaos, les Sui et les Tang. Yang Jiang, le fondateur de la dynastie Sui, qui va devenir ensuite Sui Wendi, c'est son nom de règne, est à demi turc. Ça, on ne sait pas si c'est sa mère ou son père, mais en tout cas, il y en a un des deux. C'est un turc. Et il va réunifier la Chine avec l'appareil militaire sino-turc qui se constitue dans le nord de la Chine. Lorsque la dynastie Sui, qui va réunifier la Chine après 2 siècles de désunion, tombe suite à un certain nombre de déboires militaires, les Tang sont aussi métis.
Chinois et de Turcs. Le premier empereur de la dynastie Tang, Tang Gaotsu, est mis au pouvoir par son fils, Li Shimin, qui est un homme qui a passé sa vie à se battre. Et d'ailleurs, Li Shimin renversera son propre père, Tang Gaotsu, et deviendra Tang Taizong. Voilà. Oui, les empereurs Tang portent tous le nom Tang, puis ensuite un prénom. Au Moyen-Orient, l'exemple le plus, disons, l'épitomée de ce phénomène, c'est l'invasion arabe. Les Arabes, alors, bon, vous le savez, au 7e siècle, l'Arabie est frappée par un profond bouleversement anthropologique avec la révélation mahomédienne. Bon, en 622, avant 622, Mahomet, donc Muhammad, a une révélation. Il reçoit la révélation de l'ange Gabriel, Djibril, et il est obligé de quitter la Mecque en 622, qu'on appelle l'Hégire, la Hijra, où il part vers Médine. Bon. Et il va unifier entre 622 et 632 l'ensemble de l'Arabie. Et à sa mort, en 632 donc, les conflits vont éclater avec les empires septentrionaux, c'est-à-dire l'empire romain, qu'on appellera byzantin à partir du XVIe siècle, puisque c'est une construction plus ancienne, plus récente, et l'empire perse sassanide, qui est celui qui a succédé au Parthe arsacide, dont on a parlé tout à l'heure. Et cette invasion arabe est typique de cette invasion des périphéries vers un cœur impérial particulièrement attirant. Vous savez, on appellera la Mésopotamie après le jardin des Quraysh. Donc les Quraysh, c'est la famille de Mohammed, puisque tous les successeurs de Mohammed seront issus des Quraysh. Abu Bakr as-Sadiq, son successeur, Omar ibn al-Khattab, et ensuite Uthman ibn Affan, sont tous des Quraysh, et de même, le quatrième Rashidoun, le bien guidé, Ali ibn Abi Talib, est le neveu et le gendre de Mohammed, puisqu'il a épousé sa fille, Fatima. D'ailleurs, toutes les dynasties califales sont issues des Quraysh. Les Umayyoun, les Omeyyades, qui, puisque Muawiyah va succéder à Ali ibn Abi Talib, comme le prévoyait d'ailleurs la paix de Tisfin, où Muawiyah est issu aussi d'un grand-oncle de Muhammad, c'est-à-dire d'un des frères de grand-père de Muhammad. Donc le père de Muhammad, c'est Abdallah, et son grand-père, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais les Omeyyades sont issus de cette branche. Les Abbassides sont descendants de Al-Abbas, qui est un frère du père de Muhammad. Et les Fatimides, qui vont régner au Caire, seront les descendants de Al-Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib avec Fatima. De même, la première dynastie royale marocaine, fondée par Idriss Abdallah al-Kamil, est aussi descendant de Muhammad. Vous voyez. Donc les Arabes détruisent l'empire perse et réduisent l'empire romain à peu de choses. Et ils s'emparent du cœur impérial. Ils s'emparent du cœur impérial parce que c'est l'horizon même de la périphérie au contact avec le cœur impérial. C'est la conquête de ce cœur. Ce qui va introduire une période de cycle. L'idéologie impériale est linéaire, mais son fonctionnement est cyclique. Ce cycle va reposer sur ce point de départ, l'empire est conquis par la périphérie. Et ensuite, cette périphérie, qui est noyée dans une population qui est bien plus nombreuse que la sienne, va se sédentariser et se pacifier. En quelque sorte, la périphérie, c'est le bois qui est mis dans la cheminée et qui se consume. En conquérant l'empire, la périphérie se condamne à la mort. Elle va disparaître. Elle va disparaître dans une population qui est beaucoup plus grande que la sienne, donc elle va se diluer. Elle va adopter ses mœurs. L'empire fonctionne comme ça. L'empire fonctionne en dévorant des populations et en provoquant leur effacement politique. Puisque dans la pacification, il y a cette idée
d'effacement politique. Vous voyez, on peut faire, si on se contente de l'histoire politique, on peut faire l'histoire politique des empires en ne parlant jamais de la majorité. Jamais. Je vais vous prendre un exemple. Si on parle de l'Inde du Nord à partir de la période turco-iranienne, qui commence à la fin du Xe siècle, avec les conquêtes qui sont faites par Mahmoud de Ghazna, qui est le fils de Sabuktigin, un Turc. Notez d'ailleurs le changement de langue pour le prénom. Sabuktigin, c'est un prénom turc. Mahmoud, c'est un prénom arabe, donc un coranique. Ce qui marque déjà une forme de sédentarisation des Turcs. Mais quand les Turcs commencent la conquête de l'Inde du Nord et vont amorcer une période qui durera jusqu'au XIXe siècle de Turcs qu'on appelle turco-iranienne. Pourquoi ? Parce que les Turcs vont s'iraniser. D'ailleurs, le persan, c'est la langue impériale des Turcs, c'est pas le turc, c'est pas leur langue maternelle. Alors que l'arabe va être réduit à un rôle religieux. Le persan est la langue de l'administration impériale des Turcs, y compris en Inde du Nord, même si après ça deviendra l'ourdou, c'est-à-dire la forme écrite en arabe de l'hindi, en fait. Les Turcs en Inde représentent une goutte d'eau dans une population gigantesque qui n'est même pas musulmane et qui ne le sera pas. Même s'il y a des régions de l'Inde qui se convertissent massivement, d'ailleurs pour des raisons assez obscures, comme le Bengale par exemple, l'actuel Bangladesh. On ne sait pas pourquoi les populations locales se convertissent massivement à l'islam. Enfin, quoi qu'il en soit, les Turcs en Inde resteront pour toujours une minorité combattante. Et on peut faire l'histoire de l'Inde du Nord sans ne jamais, quasiment, aborder les Indiens eux-mêmes. Si on ne fait que l'histoire, en gros, des batailles et des règnes, on ne parle jamais des Indiens. Il y a une sortie, par la sédentarisation et la pacification, une sortie des populations du monde politique. Ce sont les périphéries qui font la politique des empires. En fait, ce sont, si vous voulez, les périphéries qui portent la culotte. Et ce processus est visible dès le départ. Si on prend la survenue des Seldjoukides au Moyen-Orient. Alors, comment ça se passe ? Je vous ai parlé des Ghaznévides, du nom de Mahmoud de Ghazna. Ghazna, c'est une ville en Afghanistan. Les Ghaznévides, qui sont une population turque, mais particulière. Les Ghaznévides sont issus du développement d'un commerce qui va connaître une très très grande prospérité dans le monde islamique, qui est le commerce des esclaves soldats turcs, les Mamelouks. Et une dynastie iranienne qui a profité de la décomposition du califat islamique pour en assurer la défense, qui s'appelle les Samanides, va naître en Transoxiane et au Khorasan. Le Khorasan, c'est le nord-est de l'Iran, et la Transoxiane, c'est l'actuelle région de l'Ouzbékistan. Bukhara, Merv, Samarkand, Kokand, Khiva, tout ça, c'est en Transoxiane. Alors d'ailleurs, les dates des Samanides sont assez simples à retenir, c'est 900-998. C'est très simple à retenir. Les Samanides vont se spécialiser, en fait, vont devenir les gardiens même de l'Empire islamique parce qu'ils vont apporter cette violence qui manque à l'Empire pacifié à travers les Turcs. Et les Ghaznévides, c'est comme ça que ça marche. Ils arrivent, en fait, sous la forme d'esclaves mamelouks, et on leur donne des positions de pouvoir de plus en plus importantes. Et cette population ghaznévide turque, déjà en voie de sédentarisation, va être subvertie, détruite par une population qui ne l'est pas, qui sont les Seldjoukides des tribus Gouzes. Les Seldjoukides défont les Ghaznévides à Dadankan en 1040 et vont progressivement reconstituer une grande partie de l'Empire islamique à leur profit. Et dès le départ, lorsque, à la mort de Tughril Beg, lorsqu'il confie le pouvoir à son neveu, Alparslan, qui est le fils de son frère, Chakri Beg, Alparslan entre en conflit avec son cousin, Kutulmush. Pourquoi ? Parce que Kutulmush ne veut pas renoncer au mode de vie turc traditionnel qui est fondé sur le pillage, la razzia. Alors que Alparslan, lui, maintenant, est à la tête d'une immense population sédentaire. Et donc, les conditions de survie de son empire, c'est plus le pillage, c'est plus la razzia, c'est l'impôt. Et que pour prélever l'impôt, il faut maintenir la paix. Donc, Alparslan défait son cousin Kutulmush
et va l'envoyer en Anatolie. On reviendra sur cette idée qui est celle de dépotoir d'empire. Les empires ont des dépotoirs, ou expulser ceux qui refusent la sédentarisation et la pacification. Donc ça, c'est la deuxième phase du cycle, celle de la pacification, de la sédentarisation. L'intégration de force conduit à l'expulsion de la violence. Pour que l'empire survive, il faut exclure la violence, il faut désarmer les populations. Et progressivement, à mesure qu'elle adopte les mœurs des sédentaires qu'elle a conquis, la population fondatrice, ici turcs seldjoukides, en Inde Ghaznavides, en Chine les Tsing, les Arabes avant, les Perses, les Parthes, les Kushan, et on pourrait comme ça les lister énormément, vont eux-mêmes se pacifier. Et en faisant cela, le tribut peut être prélevé sans soulèvement, mais aussi l'empire devient vulnérable. D'ailleurs, c'est très frappant, hein. Lors de la conquête arabe, au 7e siècle, les Arabes peuvent mobiliser 250 000 à 300 000 guerriers. Très facilement. Et quand on prend beaucoup plus tard le règne, par exemple, de Al-Mamoun, le grand calife moutazilite, l'armée du califat, c'est 25 000 à 30 000 hommes. Des professionnels, mamelouks, turcs, payés très cher, achetés très cher, mais qui ne sont pas issus de l'Empire. Pourquoi il ne faut pas que ces populations puissent se soulever contre l'impôt? Vous avez compris. Sinon, l'impôt ne peut plus être prélevé et donc l'Empire s'effondre. Donc il faut les désarmer. Et comme il n'a plus le moyen de chercher en son cœur les moyens de sa défense, l'Empire va les chercher à l'extérieur, dans ses périphéries. Et c'est ce qui va provoquer sa perte, mais aussi sa survie, puisque l'Empire va être reconstitué à chaque fois. Alors, cette idée de cycle va aboutir à une nouvelle phase de chaos, puisqu'au bout d'un moment, l'Empire s'est tellement pacifié, s'est tellement sédentarisé, qu'il a abouti à un état de décomposition des rapports politiques qui est extrêmement important. Dans le monde islamique, c'est très visible. Au XIe siècle, lorsque les Seldjoukides, lorsque Alparslan devient sultan al-Mu'azzam, titre qui lui est reconnu par le calife, sultan très exalté, roi de l'ouest et de l'est, comme on le dit, Maghrib et Mashrik, l'ouest c'est Maghrib, Mashrik c'est l'est, le calife n'a plus aucun pouvoir politique. On aboutit à un état de décomposition et de division des tâches qui est extrêmement importante. Le calife n'a plus qu'un rôle religieux, et encore. Tandis que celui qui a le rôle politique, c'est le sultan turc seldjoukide. Mais le sultan turc seldjoukide est lui-même limité. Il a pour objectif la guerre et le prélèvement de l'impôt. Le reste, les tâches de production, sont celles qui sont attribuées aux populations soumises. Iraniens, arabes arabes de la Mésopotamie, mais aussi arabes sédentarisés, des tribus arabiques qui se sont installées. Arméniens, Syriens, Grecs, Égyptiens, enfin bref, tous les peuples conquis. D'ailleurs, on trouve dans la fiscalité islamique cette idée. Sous Muhammad et d'ailleurs en Arabie, l'impôt est qualifié, c'est la sadaqa. C'est en gros la contribution commune à la Ummah. On reconnaît cette idée de solidarité familiale et tribale. Alors que l'Empire s'étend, on impose aux populations soumises qui ne sont pas musulmanes, puisque au début, l'islam est la marque privilégiée du vainqueur, du conquérant. On impose une imposition particulière, la jizya, imposée aux dhimmi, c'est-à-dire aux protégés. C'est ça que veut dire dhimmi. C'est pas pour rien si le statut est étendu, juifs et chrétiens au d'abord, mais on l'étend aux zoroastriens, qui sont majoritaires en Iran, même si après l'Iran va se convertir massivement à l'islam. Et après, beaucoup plus tard, les Turcs feront de même en Inde, parce qu'ils n'ont pas le choix. Au départ, dans les dhimmi, il n'y a pas les hindouistes. Les hindouistes sont même l'incarnation même des polythéistes. Mais ils vont devoir appliquer ce statut aux hindouistes parce qu'ils sont d'une majorité écrasante.
et que c'est sur eux que repose un impôt. Et d'ailleurs, progressivement, à mesure que les populations conquises se convertissent à l'islam, l'islam n'est plus la marque des vainqueurs, n'est plus la marque des conquérants, et donc le système fiscal de l'Empire va évoluer. Sous les Omeyyades, la jizya est toujours payée, mais un impôt commun aux musulmans et aux non-musulmans, le kharaj, qui est un impôt foncier, sera créé, ce qui est en fait déjà la marque de l'affaiblissement de la périphérie que l'Empire qualifie de barbare, arabe, qui n'a plus son privilège fiscal, et qui en fait perd déjà son privilège militaire. On le verra avec les Arabes de l'Est et du Sud de la péninsule arabique, ceux qui s'étaient révoltés après la mort de Muhammad en disant « Non mais nous on a suivi le prophète mais maintenant il est mort, donc on se casse », ceux-là qui sont soumis par le fameux Khalid ibn al-Walid, qui est vu comme un héros de la fondation de l'Empire islamique, ces populations-là vont être celles qui vont conquérir la Mésopotamie. Pourquoi ? Parce qu'en fait on leur trouve un bassin, un terrain de jeu. Allez-y. En gros, enrichissez-vous. Et ils vont s'installer en Irak, à Koufa, à Bassora, une ville qui existe encore aujourd'hui. Et ces populations vont être progressivement sédentarisées. Et pour celles qui ne le veulent pas, elles seront soumises de force. Sous le règne d'Abd al-Malik, qui est le plus grand souverain omeyyade, le gouverneur de la région, donc de la région dite de Irak, qui vient du persan d'ailleurs, Irak, c'est le rivage. Ce gouverneur, Al-Hajjaj ben Youssouf, ou ben Youssef, va réprimer ce qu'on appelle l'armée des Pans, c'est-à-dire l'armée de Mésopotamie, qui est composée de ces Arabes, enfin des descendants de ces Arabes, qui refusent en fait de se pacifier. Et pour ceux qui ne veulent pas, ils seront déportés. Alors, je parlais de pacification et de sédentarisation. Il faut bien voir que il y a au sein des empires même des zones qui peuvent ne pas l'être, qui peuvent ne pas achever leur processus de pacification et de sédentarisation. En fait, des zones qui sont déjà périphériques, ne serait-ce que parce que leur rapport fiscal est médiocre. Je vais vous prendre deux exemples. La conquête de l'Espagne par les Arabes bute sur les montagnes du nord-ouest, c'est-à-dire l'Asturie, les Asturies, la Galice, le nord du Portugal, où les populations sont déjà, depuis Rome, en fait, assez largement peu pacifiées et sédentarisées. Et c'est de là d'où va repartir la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête. Pourquoi ? Parce que ce sont des populations qui, justement, vont être habituées à lutter contre l'envahisseur et qui vont donc reprendre le flambeau pour conquérir éventuellement les zones plus riches. D'ailleurs, en Espagne, la barbarie militante qui va faire la conquête pour le tribut, pour le butin, ce sont avant tout les populations berbères recrutées en Afrique du Nord. Et c'est sur ces berbères que repose le pouvoir d'ailleurs des dynasties arabes de l'Afrique du Nord. Les Fatimides, lorsque Ubayd Allah devient calife à Kérouan et Tunis, reposent sur la force militaire des berbères Koutama, avec lesquels ils conquériront l'Égypte. Et plus tard, les berbères imposeront eux-mêmes leur force, mais des tribus berbères plus périphériques encore, du sud de l'actuel Sahara occidental. Les Mourabitoun, les Mouaïdoun, c'est-à-dire les Almoravides et les Almohades, sont issus de ces populations. En Iran, on trouve la même chose. Le nord de l'Iran, qui s'appelle le Dailam, cette zone montagneuse entre la Caspienne et le plateau iranien, les monts Elbrout, sont peuplés de populations iranophones qui sont en fait très peu islamisées et qui, d'ailleurs, pour cette raison, seront une des zones de refuge du chiisme,
Parce que oui, j'ai pas parlé de la distinction chiisme et sunnisme, enfin des distinctions au sein de l'islam, parce qu'en fait elles vont au Moyen-Orient être constitutives du processus de pacification. Bon, pour revenir rapidement sur la chose, à l'origine, la distinction chiite et sunnite, ou du moins la distinction des chiites, est politique. Elle n'est pas religieuse. Ça part d'un conflit de légitimité entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah pour le pouvoir suprême sur le califat. Et ceux qu'on appelle Shi'atul Ali, c'est-à-dire les chiites, sont les partisans de Ali, en fait, de la succession alide au califat, c'est-à-dire Ali et les enfants qu'il a eus avec Fatima, Al-Hussein et Al-Hassan, et leurs descendants ensuite. Les imams du chiisme, les 7 ou 12, ça dépend si on prend à partir d'Abu Jafar ou après Abu Jafar, sont tous des descendants de Hussein, le premier fils, le fils aîné, de Ali avec Fatima. Puisque Ali a eu d'autres épouses. Puisque la polygamie était la règle. Si on revient au Dailam, donc, le Dailam forme un réservoir pour le chiisme. À un moment où l'Empire est pacifié, et à un moment où l'Empire a véritablement isolé le chiisme. Parce que le chiisme est plutôt l'islam de l'Empire triomphant, de l'Empire conquérant. Comme d'autres d'ailleurs courants de pensée dans l'islam. Le moutazilisme, qui défendait la nature créée du Coran, était le courant de pensée des califes qui succèdent à Haroun al-Rachid, Al-Amin, son premier fils, et Al-Ma'moun, son deuxième fils. Fait très intéressant, Al-Amin est le fils d'une petite fille de Al-Mansour, c'est-à-dire qu'elle est issue de la famille du calife, en fait. Alors que Al-Ma'moun est issu de l'union de Haroun al-Rachid avec une esclave sogdienne, c'est-à-dire une iranienne d'Asie centrale. Et lorsque Haroun al-Rachid décide de régler la succession, puisqu'il n'y a pas de loi de succession, il désigne Al-Amin comme l'héritier, largement poussé par son épouse Zubayda, qui est la mère de Al-Amin, tandis qu'il désigne Al-Ma'moun comme l'héritier de son frère Al-Amin, mais il va donner à Al-Ma'moun le gouvernement de l'Iran, du Khorasan et de l'Asie centrale, c'est-à-dire de la région d'origine de sa mère. D'ailleurs, Al-Ma'moun s'installe à Merv. Al-Ma'moun va défaire son frère Al-Amin parce qu'il a la force des périphéries de l'Empire avec lui, c'est-à-dire les populations dont est originaire sa mère, qui s'appelait Makali, il me semble. Le Dailam, c'est ce genre de région. Le Dailam va être touché par la prédication chiite à un moment où le chiisme ou les autres courants comme le moutazilisme triomphant quittent l'Empire. Pourquoi ? Parce que le chiisme, comme le moutazilisme, défend l'idée que l'interprétation, je résume, je simplifie, c'est extrêmement compliqué, que l'interprétation de la loi islamique ne s'est pas arrêtée avec Mahomet et avec les successeurs qui sont issus des Muhajiroun, c'est-à-dire ceux qui l'ont accompagné à Médine, donc les successeurs, les Rachidoun, les bien guidés. Mais au contraire, et c'est d'ailleurs le sens de l'imama chez les chiites, qu'elle est toujours susceptible d'interprétation. Pour les moutazilites, c'est pareil. Les moutazilites cherchent à réinterpréter le Coran à la lumière de la philosophie grecque. Les premières traductions, la grande étude de la pensée grecque et romaine est faite au IXe siècle et au VIIIe siècle dans le monde islamique et pas en Europe. Lorsque le sunnisme s'impose, il s'impose dans un cadre où l'Empire se pacifie. C'est-à-dire où la division du pouvoir politique a atteint un point où la loi religieuse doit être hors de portée du pouvoir politique. La religiosité triomphante, renaissante, est le fait d'un empire pacifié, sédentarisé.
La religion, le fait religieux reprend de la force lors des moments de pacification et de sédentarisation. Là, l'opposition entre Al-Mamoun, le calife, et Ibn Hanbal, le fondateur de l'école hanbalite, vient de là. Ibn Hanbal, grand théologien, qui est considéré comme un des fondateurs du sunnisme, a le soutien de la population de Bagdad, la capitale, ville colossale, 500 000, 600 000, 700 000 habitants, qui est le cœur fiscal de l'Empire, c'est-à-dire des populations sédentaires pacifiées, qui s'oppose à Al-Mamoun, Mutazili, qui lui continue d'interpréter la loi, alors que pour Ibn Hanbal, c'est fini. Il n'y a pas lieu d'interpréter réellement, ou moins de compléter la loi islamique. Il y a lieu de la respecter parce que la révélation a été faite. Et le sunnisme s'imposera donc majoritaire dans un empire pacifié. Par contre, les forces militantes, comme les Fatimides qui partent de Tunisie et qui conquièrent l'Égypte, sont encore dans la phase conquérante, dans la phase triomphante. Donc ils sont chiites. De même, du Daïlam vont partir des populations montagnardes, mal islamisées, chiites, dirigées par 3 frères qui sont les Bouyides. Remarquez, à nouveau, la solidarité familiale et clanique des populations périphériques. Les Bouyides, qui sont 3 frères, Imad ad-Dawla, Rukun ad-Dawla et Mouiz ad-Dawla, vont se partager le cœur de l'Empire, l'Iran, l'Irak, et d'ailleurs, à leur mort respective, ils vont se partager entre neveux. Et c'est au bout de la 2e génération que les cousins vont s'affronter. Parce qu'en fait, la solidarité clanique ne joue déjà plus. Ils sont sédentarisés. C'est plus ce qui importe. Pourquoi est-ce que les Bouyides, chiites, alors que les Fatimides atteignent l'Euphrate, refusent de reconnaître et donc de faire dire la routba le vendredi dans les mosquées au nom du calife fatimide et continuent à le faire au nom du calife abbasside, c'est parce qu'en fait, ils sont le califat abbasside. S'ils joignent le califat fatimide, qui a déjà sa force militante, les Berbères Koutama et après les tribus arabes Karmat, ils ne seront plus rien. Donc ils refuseront de reconnaître la souveraineté d'un calife chiite, comme eux, au profit d'un calife qui est désormais sunnite, abbasside. La sédentarisation, c'est donc la division extrême, au point où, sous les Seldjoukides turcs s'occupent des affaires militaires, politiques, la gestion de l'empire est assurée par des Iraniens, la religion et surtout le fait des oulémas, qui sont issus notamment de la pacification sunnite, qui sont arabes la plupart du temps. Et on le reverra plus tard, beaucoup plus tard, d'ailleurs, au XVIe siècle. Alors, c'est un peu mon dada, donc je vais vous en parler un petit peu. L'Inde, après, je vous ai parlé des Ghaznavides tout à l'heure, les Ghaznavides seront renversés par une population de montagnards afghans, iranophones, les Gours, ou Gor, qui est une ville en Afghanistan, qui vont progressivement remplacer les Turcs Ghaznavides dans leurs armées et qui vont donc prendre le pouvoir. S'en suivra une période où les Gors eux-mêmes, chassés de Perse par les Anouchtigines, vont se mettre à recruter des Mamelouks comme tous les autres dans le monde islamique et seront renversés par ses propres Mamelouks. D'abord les Touglouks, puis après les Khaljis. Les Khaljis étant d'origine afghane, alors que les Touglouks sont vraiment des Turcs d'Asie centrale. Le sultanat de Delhi, qu'on appelle désormais comme ça, puisque Delhi va être le cœur des empires islamiques turcs, turco-iraniens en Inde, sera bientôt repris et agrandi comme jamais par ceux qu'on appelle les Moghols. On les appelle Moghols pour les distinguer des Mongols, alors qu'en réalité c'est le même mot, puisqu'en arabe c'est Mughal, ça désigne les Mongols de manière générale. Un certain Zaïd ad-Din Muhammad, qu'on appelle généralement Babour, la panthère, va, après avoir été chassé de son territoire d'origine, Samarcande, conquérir l'Inde à la tête d'une armée qui compte 15 000 hommes, principalement des archers à cheval et des artilleurs, qui tirent des canons. Et il va affronter à Panipat en 1526
une armée dirigée par un certain Ibrahim Lodi, qui est un Afghan qui depuis a pris le pouvoir à Delhi, parce que l'Inde, c'est un énorme bordel. Hein. L'Inde a énormément... Alors, autant les populations indiennes agricoles sont pacifiées, mais alors, les différents types qui s'installent dans le coin ont beaucoup plus de mal à le faire. On trouve, en fait, un excès d'offres de violence en Inde. Entre les groupes de paysans armés qui restent présents dans certaines zones de l'Inde, notamment qui donneront naissance aux Maraths, par exemple. La chevalerie, parce qu'on peut vraiment la qualifier de chevalerie, Rajput, les Rajputs qui vivent dans l'actuel Rajasthan, qui forment une véritable chevalerie, hein, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent un petit peu comme la chevalerie occidentale à la même époque. Voilà, il y a une idée il y a un rapport particulier à la féminité, à la prouesse martiale, l'idée que le travail agricole est salissant pour les Rajputs, au point même où les Rajputs n'hésitent pas à avoir des enfants avec une concubine esclave pour donner naissance à des esclaves qui les serviront eux-mêmes, alors que ce sont leurs enfants. Les Afghans qui forment des colonies un peu partout en Inde, qui formeront en gros des groupes de mercenaires qui se vendent, et les Turcs, bref, c'est le bordel partout. Et donc trouver de la violence en Inde, c'est pas compliqué. Donc la stabilité du pouvoir va être complexe. Les Moghols vont réussir à stabiliser la situation. Donc Babour s'empare de Delhi, fonde une nouvelle dynastie, c'est un Turc, mais c'est pas n'importe quel Turc d'ailleurs, hein. Parce qu'il descend par son père de Timur-Lenk, Tamerlan, le pharaon des crânes, celui qui avait érigé des pyramides de crânes à Ispahan après avoir détruit la ville, hein. Des pyramides de 3000 crânes, comptées spécifiquement pour en avoir 3000, donc des têtes coupées. Hein. Et par sa mère, il descend des Tchagataïdes, c'est-à-dire de la dynastie de Tchagatai, Tchagatai qui est le troisième fils du Djingis Khan. Donc c'est pas n'importe qui. Les Moghols vont réaliser en Inde ce que les Mauryas avaient fait, c'est-à-dire 1300 ans plus tôt, en unifiant quasiment toute l'Inde, à la tête d'une extrême minorité. Et on retrouve le même phénomène qui avait eu lieu dans l'Empire islamique. Babour. Bon, je passe Babour et son fils Humayun, puisque Humayun sera renversé par un Afghan qui s'appelle Shah Shuja, et devra s'enfuir, etc. Enfin bref, peu importe. Mais à partir du petit-fils de Babour, Akbar, on va avoir une opposition presque entre Akbar, le petit-fils de Babour, et l'arrière-petit-fils, donc le fils de Akbar, Shah Jahan, puis le petit-fils de Akbar, c'est-à-dire Alamgir, qu'on appelle aussi Aurangzeb. Akbar, proche de courant soufi, va donner une version presque personnelle de la loi islamique, au point où aujourd'hui, les historiographies pakistanaises et indiennes s'affrontent sur la question d'Akbar. En Inde, il est très bien vu. En Pakistan, il est vu presque comme un hérétique, presque comme un égaré, presque comme un apostat, parce que Akbar se permet de remettre en question et d'interpréter lui-même la loi islamique qui est normalement le monopole des oulémas. Oulémas qui sont souvent d'origine arabe, installés depuis très longtemps en Inde. Alors même que, en fait, en faisant cela, les oulémas d'origine arabe en Inde reprennent la vieille organisation en caste en Inde, puisqu'ils se considèrent comme les musulmans, des musulmans d'une qualité supérieure, une qualité particulière, parce qu'ils sont d'origine arabe. Ils viennent donc du peuple premièrement islamisé. C'est assez drôle. D'ailleurs, les chrétiens en Inde font la même chose. Le christianisme est très ancien en Inde. Dès le IVe siècle après Jésus-Christ, on trouve des chrétiens. La fameuse église de saint Thomas, qui prétend avoir été fondée par Thomas lui-même, qui aurait quitté la Palestine après la mort du Christ, et qui aurait été jusqu'en Inde, où il serait mort. D'ailleurs, dans le Kerala, en Inde, on peut trouver un endroit qui est prétendument la tombe de saint Thomas. Et les Indiens font la même chose. Les chrétiens indiens vont reproduire le système de caste. On trouve ce qu'on appelle les syro-romains, qui sont en fait les chrétiens qui sont d'origine, qui sont originaires de l'étranger, donc les compagnons de Thomas, et les indo-chrétiens qui sont les convertis locaux. Vous voyez ? Et si on reprend les Moghols avec l'islam, c'est la même chose qui se produit. Et autant Akbar se permettait d'interpréter, autant à la fin de la conquête, donc à la fin du règne d'Aurangzeb, qui est le dernier grand, qu'on appelle les grands Moghols, qui est en fait les Moghols de la conquête, Aurangzeb
a une interprétation beaucoup plus littérale du texte, et le pouvoir religieux repasse aux oulémas. Donc en fait, l'Empire en fait accomplit, achève sa pacification. Et une nouvelle barbarie extérieure s'imposera progressivement, très progressivement, en l'occurrence, les Français puis les Britanniques. Mais on reviendra là-dessus. Voilà donc la dynamique impériale. Je voudrais vous citer, parce que personne ne symbolise mieux que la dynamique impériale que les Mongols, puisque les Mongols finissent par unifier 2 des 3 cœurs impériaux. Je vais vous citer une phrase de Genghis Khan d'abord, et puis après je vous parlerai d'une petite anecdote parce que elle est très simple mais très significative. Alors, d'abord, cette citation de Genghis Khan qui aurait été rapportée en 1255 après sa campagne d'Iran, quand il détruit le sultanat de Muhammad al-Aydin Anouchtigin, qui est le dernier type turc à avoir unifié l'Iran 3 ans avant l'arrivée de Genghis Khan. C'est pas une bonne idée. Genghis Khan rapporte que Rachid al-Din, qui est un historien arabe, un historien persan, dont l'œuvre a été commandée d'ailleurs par les souverains mongols de l'Iran pour leur rappeler leurs racines mongoles, Rachid al-Din rapporte une phrase de Genghis Khan qui aurait dit « Nos fils et nos petits-fils se vêtiront de soie, ils mangeront des mets délicieux et gras, monteront d'excellents coursiers, presseront dans leurs bras les plus belles femmes et les filles les plus jolies, et ils ne se souviendront plus que c'est à nous qu'ils le doivent. » Eh bien, cette phrase résume à merveille la sédentarisation. Le conquérant, au bout de 2 générations, c'est-à-dire celle des petits-fils des conquérants, ne se souvient plus du tout d'où elle vient. Elle a oublié ce qui faisait d'elle un conquérant. Et ce faisant, accomplit la dynamique impériale une nouvelle fois. Et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement des âges. Et donc maintenant la petite anecdote. Alors, cette anecdote concerne aussi Genghis Khan, et en fait c'est une allégorie, je dirais, capte tout le fonctionnement du système impérial. Alors, vous allez voir, en fait, elle est terrifiante par ses conclusions, et très éclairante par ses conséquences. Genghis Khan aurait dit que, après avoir constaté la difficulté qu'il y avait d'approvisionner ses armées, notamment de faire paître les chevaux des Mongols en Chine du Nord, parce que oui, les Mongols ont énormément de chevaux. Chaque homme peut avoir jusqu'à 5, 6, 7 chevaux. Quand il y a 150 000 ou 200 000 hommes, ça fait beaucoup de chevaux. Genghis Khan dit que il va anéantir la Chine. Il va rendre la Chine à la steppe, raser les villes, déporter ou massacrer les Chinois, détruire les cultures, et en fait transformer la Chine du Nord en immense steppe, une extension de la steppe mongole. Et Genghis Khan a un conseiller, un moine, parce que les Turcs et les Mongols ont une affection particulière pour les hommes de foi. Leur grande superstition les fait respecter, fait qu'ils les respectent énormément. Et d'ailleurs, la tolérance religieuse des Turcs et des Mongols est sans précédent et sans égal en réalité. Il n'est pas rare que les Turcs et Mongols organisent des débats religieux à la cour. Kubilai en est particulièrement friand, mais aussi par exemple Akbar fera de tels débats. À Delhi ou à Agra, il réunit des hindouistes, des jaïns, des sikhs, des musulmans, chiites ou sunnites, ou même des Hawarij, qui est les Kharidjites, la 3e branche de l'islam, et même une délégation de jésuites portugais à une de ces réunions. Et donc, Genghis Khan a avec lui un certain Yeliu Chutsai. Yeliu Chutsai est un moine bouddhiste. Mais c'est pas n'importe quel moine bouddhiste. En fait, il n'est pas chinois, même s'il est totalement de culture chinoise. Mais sa famille est une famille khitane. Les khitanes étaient des proto-mongols, donc ils avaient une langue mongolophone, qui, avant les Mongols, avant les Jurchen d'ailleurs, qui précèdent les Mongols, avaient constitué en Chine du Nord, notamment dans la région, dans le
Hebei, la région de Pékin, un empire et avait pris un nom dynastique chinois, les Liao. Et comme, en fait, par cette qualité-là, Ye Liu Chucai a parfaitement saisi le fonctionnement de l'empire et il va donner à Genghis Khan une leçon d'économie politique. Il lui dit que loin de détruire les villes, il fallait au contraire les encourager à se développer, car elles constituaient des sources de richesse. Et puis il continue en disant « L'impôt que l'on pouvait tirer d'elles serait autrement plus profitable que les pauvres pâturages qui les auraient remplacés. » Genghis Khan comprend la leçon d'économie politique de Ye Liu Chucai, et vous comprenez que vous avez là un ancien barbare, Khitan, sédentarisé, pacifié, qui fait la leçon aux nouveaux, c'est-à-dire aux nouveaux riches, sur comment fonctionne l'Empire, désormais qu'il s'est constitué et dont il n'a plus le choix que d'assumer les conséquences, et en fait, en empêchant une extermination atroce, parce que c'était ce qui était promis à la Chine du Nord par Genghis Khan, Ye Liu Chucai résume l'Empire et fait accepter à Genghis Khan la disparition des Mongols. Puisqu'en acceptant la leçon d'économie politique de Ye Liu Chucai, Genghis Khan condamne les Mongols, en tout cas ceux qui quitteront la Mongolie. Puisqu'ils vont tous, à leur tour, se pacifier, se sédentariser, et ainsi de suite. Ce qui arrivera après la mort de son petit-fils, Kubilai, qui est le fils de Tolui, son quatrième fils. Le dernier fils, chez les Mongols, a un rôle particulier. C'est pour ça que parfois on parle un peu avec excès d'ultimogéniture, parce que le quatrième fils est le gardien du foyer. Il doit hériter, à la mort du père, de la région d'origine du père. C'est-à-dire, en l'occurrence, pour Tolui, de la Mongolie. Alors que l'aîné, lui, doit partir au loin pour fonder une nouvelle Urdu, c'est-à-dire un nouvel horde, ce qui a donné le mot en français horde, qui veut dire la famille ou le clan. Alors maintenant qu'on a vu le fonctionnement de l'Empire, ce fonctionnement cyclique, on va voir comment, au contraire, l'idéologie impériale, l'idéologie que porte l'Empire, est une idéologie assez linéaire, et c'est ce qui va expliquer la continuité du fonctionnement impérial, et ce qui en fait explique son fonctionnement et son maintien à sa stabilité. Alors l'idéologie impériale d'abord est une idéologie qui repose sur la complétude. Alors la bonne métaphore ici, c'est la métaphore de l'Ouroboros. Alors vous avez déjà vu des Ouroboros. L'Ouroboros, c'est ce serpent ou ce dragon qui se mord la queue. Vous avez tous déjà vu. Ce signe qui, généralement, symbolise l'infini. Mais en fait, pour l'Empire, elle symbolise beaucoup plus que cela. Elle va symboliser 3 idées qui sont fondatrices de l'idéologie impériale. D'abord, l'idée, effectivement, de cycle. Puisque l'Ouroboros tourne sur lui-même. Hein. Un serpent qui se mord la queue. L'Empire fonctionne par cycle, et ce cycle est la marque de la dynamique impériale. La linéarité dans l'Empire n'est que temporaire. Il y a toujours des brisures, des cassures, qui sont souvent là incarnées par de grands désordres. Mais ça lui permet aussi d'exister par-delà ces incarnations politiques. Il est presque un système de destruction créatrice. Au-delà de la volonté même des porteurs de la conquête, il va se reproduire, et se reproduire, et se reproduire, et ainsi de suite. Ensuite, autre idée, l'idée d'éternité. L'Empire existe au-delà de ses incarnations, et il peut même exister pendant des périodes assez longues, 1 siècle, 2 siècles, aucun empire centralisé, mais l'idée impériale existera toujours dans les esprits, elle sera toujours présente dans les cœurs. Je vous l'ai dit, hein, par le biais d'appartenance objective, parce que, en fait, on ne connaît rien d'autre, si vous voulez. Donc, forcément, on ne pense qu'à lui. Et la troisième idée, c'est l'idée de complétude.
l'idée de complétude parce que l'Empire épuise le monde. L'Empire et le monde, c'est la même chose pour les gens de l'Empire. Le monde s'arrête aux frontières de l'Empire. Et au-delà, c'est la bestialité, la barbarie. Et nous sommes la civilisation. En fait, nous sommes l'humanité tout entière. C'est nous qui l'incarnons. Et le reste n'est que... Le reste, ce sont des animaux, finalement. Et c'est ça qui est l'idée de complétude. Il y a dans l'idée de complétude une phrase dite par Maurice Duverger qui résume très bien cette idée, c'est que l'Empire cherche à se situer hors du monde et à le faire coïncider avec sa propre existence.